Donc bonjour à tous. Donc bienvenue pour la session pour les. Au début on n'avait pas appelé ça MDX pour les nuls, on a rayé au dernier moment parce qu'on s'est dit que c'était un peu méprisant. Donc on a dit qu'on allait faire un truc pour les développeurs. Puis j'aime pas. Ouais. Non parce qu'en fait, ouais, j'aime pas traiter Michel de nul. Voilà, l'idée de la session à la base en fait, c'est Michel qui a découvert le MDX. Et il a découvert le MDX, il a trouvé ça génial. Et puis il s'est dit que ça pourrait être intéressant à utiliser dans pas mal d'applis, dans des trucs professionnels que tu fais tous les jours. Et puis moi, du MDX, ça commence à faire un peu de temps que j'en fais. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire le truc vu par le dev et vu par le mec qui fait du MDX depuis un petit bout de temps. Donc l'approche, ça a été de dire pourquoi est-ce qu'on va faire du MDX. En général, la comparaison, ça va être par rapport à du SQL. Ouais. Et Parce qu'on sait faire que du SQL, nous, dans le dev. parce que vous êtes des devs, vous savez que faire du SQL mal. Et ou du link. Et du coup, l'approche, c'est-à-dire, puisqu'ils savent que faire du SQL mal, on va leur montrer que, voilà, vous voyez, le MDX, ça peut avoir un intérêt pour la récup de données, parce que bon, tant que c'est pour des trucs super simples, le SQL, ça fait bien le boulot. Quand c'est pour des trucs de reporting un peu compliqués, finalement, le MDX, en 5 lignes, on a le truc qu'on aurait mis 20 pages à faire en SQL. Ou alors des instructions super compliquées que personne connaît avec rows between, current row, truc push descending, voilà. Donc voilà l'approche. On avait dit qu'on remerciait les sponsors. Ouais, bon, remercie les sponsors. Fanny Pujol. Ouais. C'est la bonne intérêt. Alors on remercie les sponsors, tout ça. Merci à eux. Ouais, merci à eux, sans quoi tout ça serait impossible, hein. Donc, bien vas-y, présente ta société qui théorie, toi. Moi, je travaille à Asenza, c'est un cabinet de conseil. On est spécialisé sur les technologies Microsoft et sur les pratiques agiles. Donc, on est tout petit. Si vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, à taille humaine, venez chez nous. Sinon, il y a Criteo. Donc, moi je travaille chez Criteo, qui est une petite start-up toute petite, donc vous avez peut-être un peu entendu parler, hein, en France. Bon, j'exagère, donc on est le leader mondial dans le display à la performance. Alors certains disent dans la pub, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On est 800, on est rentré au Nasdaq il n'y a pas très longtemps, on est en plein Paris, on a un gros centre de R&D, et on fait un tas de techno, et en fait on recrute nous aussi, hein, parce que Michel l'a dit, moi je vais le dire aussi, des tas de gens qui connaissent plein de techno et qui veulent connaître encore plus de plein de techno. Moi à la base je faisais beaucoup de SQL, et en fait aujourd'hui je fais beaucoup de SQL et beaucoup d'autres trucs. Et voilà, donc on traite tous les jours des pétas de données, des trucs comme ça. Et on fait aussi du SQL. Donc on s'est modestement représenté. Ouais, sous forme d'Albert Einstein. Alors, quelques mythes sur le MDX. Moi, en tant que dev, mon mythe numéro 1, c'est que c'est compliqué. Et en fait, c'est pas plus compliqué que le SQL. Enfin, quand on arrive à le lire, c'est comme une langue en fait. C'est plus facile quand on sait la lire. C'est juste un petit peu plus différent. Mais c'est pas pour autant que c'est pas impossible à faire. L'approche, c'est simplement que vous avez, je sais pas, à un moment donné, on a tous été à l'école, on a appris à faire du Pascal. Enfin, moi, j'ai appris à faire du Pascal, mais je commence à être vieux. On a appris à faire du code procédural et du code fonctionnel. Un jour, il y a un mec qui nous a dit, vous allez faire de l'objet, et puis on a dit, c'est monstrueux, je comprendrai jamais, puis on en a fait. Puis un jour, il y a un mec qui nous a dit, ouais, regarde, c'est des bases de données, c'est relationnel. On a fait, je comprendrai jamais, puis en fait, on a compris. En fait, pourquoi celui-là, ce serait plus compliqué que les autres? En fait, non. Il y a peut-être plus d'accolades et de crochets, mais c'est peut-être le seul truc. Ouais. Non, mais les accolades, c'est bon, les accolades, on est formé. Deuxième mythe, ça ne sert à rien parce que moi, je fais du SQL. Et je sais faire des jointures, donc je vois pas pourquoi je ferai autre chose. Mais en fait, quand on commence à rentrer un peu dans l'MDX, on se rend compte que autant le SQL il est fait pour modéliser de la donnée, lui, le MDX, lui, il est plutôt fait pour répondre à un besoin d'un gars, là, c'est le client. C'est le mec qui généralement nous paye et qui est bien content quand on lui fournit ses rapports à temps. Et surtout juste, parce que qui n'a pas fait des requêtes SQL de 30 lignes minimum et finalement les données elles sont fausses. Mais que comme on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait les SQL, on ne sait pas où chercher l'erreur. On va voir avec le MDX en fait que comme c'est plutôt un langage qui est proche du client, il y a moins de possibilités d'erreur parce que de toute façon le MDX, on va pouvoir lire exactement ce qu'il va faire. Dernier mythe, c'est difficile à intégrer parce que c'est fait que pour du reporting services. Moi personnellement,
Je vois pas où est-ce que j'utiliserai. Eh ben non, en fait, on va voir après. Ça s'interroge très bien en toute techno en dehors de la donnée. Donc on fera une petite démo en .NET tout à l'heure, même en Java. Ouais, sans Et compter qu'en plus, il y a plein de monde qui fait du MDX. Genre Microsoft a initié le truc, mais aujourd'hui, en alternative libre, il y a Mondrian, il y a SAP qui le supporte, il y a SAS, il y a tous les grands éditeurs de BI qui font du MDX. oui, c'est pas un truc pur Microsoft. Et en plus, on peut facilement mettre des règles de sécurité, donc on peut rendre les données accessibles et pas à n'importe qui. Donc, un petit agenda, on va voir 3 niveaux de MDX. Et à la fin, on fera une petite démo de comment on intègre ça dans notre application et on va voir que c'est pas plus compliqué que du SQL. Donc maintenant, je te laisse. Moi, Donc je suis nul. la blague, c'est que c'est lui le nul. Alors du coup, l'avantage, c'est comme ça, je parle. Comme ça, pendant ce temps-là, il a le temps de réfléchir à une requête SQL à faire pour faire la même chose. Au début, on a été sympa avec lui. Hein, c'est pas... Bon, quand on connaît pas ce que c'est qu'un cube, en dehors du contenu, un cube, c'est surtout un métamodèle. En fait, quand vous allez concevoir un cube, c'est exactement comme une base de données. D'ailleurs, généralement, c'est au-dessus d'une base de données. Par contre, on explicite un certain nombre de trucs en tant que développeur du cube, ce qui évite aux gens qui vont le requêter de dire ce que ça fait. Par exemple, quand on conçoit un cube, on conçoit autour de tables. Donc certaines sont des tables de fait, des tables de dimension. Ça n'a rien de lab, c'est des principes de data warehousing. Et on va, dans le modèle du cube, définir les clés primaires et les clés étrangères. Donc par exemple, quand on va dire qu'on veut la mesure de chiffre d'affaires par temps, on n'aura pas besoin de dire qu'on a besoin de jointer entre la table de fait et la table, P4, et la table F4 time et la table P4 time de l'autre côté. Non, parce que c'est créé dans le modèle. Donc quand on met une mesure en face d'un axe, s'il existe un chemin de jointure entre les deux, il est auto-résolu par le modèle. S'il n'existe pas, évidemment, il ne se passe rien. Donc ça, c'est un des premiers points. Comme je viens de le dire aussi, on définit ce qui est de l'ordre de la mesure, c'est-à-dire de l'indicateur numérique, et ce qui est de l'ordre de l'axe d'analyse, donc de quelque chose par lequel on va ventiler des mesures. En gros, ce qui est du domaine de somme de quelque chose et ce qui est du domaine de groupe by quelque chose. Donc, pour la même raison, quand je vais mettre chiffre d'affaires, en fait, je ne vais pas glisser chiffre d'affaires, je vais glisser une mesure qui va s'appeler, par exemple, somme du chiffre d'affaires. Je pourrais créer des mesures qui s'appellent moyenne du chiffre d'affaires ou maximum du chiffre d'affaires, peu importe, par lesquelles je vais ventiler la date. Et là, comme la date, ça ne se somme pas, mais il va très bien comprendre que ce sera group by date. Donc, je ne spécifie pas les clés de jointure quand j'écris une requête. J'utilise des mesures et des axes d'analyse qui sont définis dans le modèle. Et du coup, quand je requête, ça va très vite. Un deuxième petit point qui est un peu anecdotique mais qui est lié aux jointures. Quand vous voulez faire une base de données de reporting qui soit traductible dans plusieurs langages et qui convertisse des devises, ça veut dire quoi? Ça veut dire des tables de pont pour gérer les conversions de devises entre une dimension de currency, une table de pont entre les dimensions de currency, la dimension de temps, la gestion des taux de change, et puis alors après avec des jointures pas possibles pour aller jusqu'aux devises. Et puis si j'ai une devise de conversion dans un sens et dans l'autre sens, ça fait des belles jointures. Dans un modèle de cube, on va définir ce que c'est qu'une table de conversion de devises, et là aussi on va l'ancrer dans le modèle. Donc on va se retrouver avec une dimension où on fait « Ah, je mets en euros ». Ça va beaucoup plus vite que de faire « Join machin avec dim time et where ceci ». Et la traduction, c'est à peu près pareil. Dans une base de données relationnelle, on va définir, il y a plusieurs patterns, mais on va pouvoir définir plusieurs labels pour la même donnée. C'est-à-dire que le nom du produit, je vais mettre un English name, un French name, un Spanish name. Là, effectivement, il y aura ça en sous-jacent, mais dans le modèle du cube, on va dire, bah oui, mais quand le client il demande en français, tu lui mets ça. Donc ce qui fait que quand le client arrive avec une culture, un LCI des français, il reçoit le français. Donc il y a beaucoup de tâches en fait qui est déportée côté concepteur du cube et qui fait que côté utilisateur du cube, parce qu'en fait on cible plutôt vous comme utilisateur, le concepteur ce sera pour les pas si nuls en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc on s'est amusé à faire des démos demande client, donc vas-y fais le client. Excuse-moi. J'aurais besoin des chiffres de vente mensuelle par catégorie de produits et par année. Peux-tu me les donner en euros, s'il te plaît? Donc qu'est-ce qu'il me demande? En fait, le client, c'est pour ça qu'on dit que le MDX parle en mode client. Le MDX, il va demander des chiffres de vente, on va dire c'est une somme de chiffre d'affaires, par quelque chose et par quelque chose. En fait, quand on le lit tout de suite, on se dit, ok, donc ça, c'est une mesure, groupe by catégorie produit, groupe by année. Puis il me demande si ça peut se faire en euros. Ça reste relativement proche du SQL, quand on y pense. Mais en MDX, c'est super transparent. Donc j'ouvre le plus bel outil MDX de l'histoire. Non, il y a MDX Studio, mais ça plante souvent. Vous pouvez ouvrir Management Studio. Je vois qu'il y a des gens qui rient, donc ils ont déjà ouvert MDX Studio. MDX Studio, c'est un logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui avait été développé par le concepteur du MDX, Moshe Pasoumansky, qui est parti depuis longtemps, qui avait conçu ça dans son coin parce qu'il voulait un outil de requêtage MDX. Et en fait, le problème, c'est que
ça tient par les miracles de .NET et de la compatibilité depuis .NET 2, mais c'est pas très stable. Donc dans Management Studio, vous vous connectez à un cube à votre gauche comme vous vous connectez à une base de données. En fait, depuis le début, vous faites ça, et puis là, vous avez un petit cube. Vous vous retrouvez dans un cube, et vous pouvez faire comme n'importe où, nouvelle requête, vous vous retrouvez sur votre Sublime Cube. Dans mon cube, juste un petit mot dessus, qu'est-ce que je vois? Je vois que les choses se séparent en deux parties, essentiellement des mesures qui sont groupées dans des dossiers, qui sont, comme je vous l'avais dit, des nombres, des sommes, des cornes, des maximums qui ont été définis dans le modèle, et en dessous, des dimensions qui définissent tous les attributs par lesquels je vais pouvoir ventiler les mesures. C'est relativement simple. Donc mon client, si je retourne à sa demande, parce qu'il ne faut jamais oublier sa spec, il m'a demandé les chiffres de vente par catégorie et année. Alors, les chiffres de vente, c'est une mesure que j'ai appelée Reseller Sales Amount. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est le concepteur du cube, mais on pourrait dire que c'est moi le concepteur du cube. Il l'a appelé en anglais. Mon client, lui, par contre, vous remarquez que s'il se connecte, il le verra ici à gauche, c'est incroyable, en français. Parce que, comme je vous l'ai dit, la traduction, elle est gérée en natif. Donc du coup, comme j'arrive avec une culture française, j'ai une armée de libellés pour toute la structure du cube qui apparaît en français. Par contre, quand je fais du code, je suis censé comprendre l'anglais. Parce que, à part les gens qui font du WinDev, la plupart des langages de programmation, généralement, c'est plutôt en anglais. Donc, on part à partir du postulat qu'MDX pour la nul peut-être, mais un peu anglophone quand même. Donc, ma mesure, qui s'appelle montant des ventes revendeurs, qui n'est pas dans vente par Internet parce qu'elle est dans vente par revendeur, hop là. Montant des ventes revendeurs, qui est ici, en fait, c'est la Reseller Sales Amount, si vous parlez bien la langue de Shakespeare. Donc, je vais l'afficher depuis le cube. Donc, qu'est-ce que je demande? Je demande l'affichage de la mesure Reseller Sales Amount sur 0. Alors, sur 0, j'aurais pu écrire en ligne, on rows, si j'étais moins fainéant, mais en fait, je suis très fainéant, ça fait longtemps que je fais du MDX, et je pense que j'ai sauvé mon arthrite à taper 0 à chaque fois que rows depuis des années. Donc, je dis simplement, tu vas m'afficher en ligne Sales Amount, parce qu'en fait, le MDX, il peut afficher aussi en colonne, il ne fait pas comme le SQL qui affiche tout sur une dimension, le MDX, il peut afficher sur 2 dimensions. En fait, Michel dira à tout le monde qu'il peut afficher sur... Je fais ce que je veux. Ouais, sur 1000 dimensions, mais en fait, il peut afficher sur 2 essentiellement, parce que sur une feuille de papier, 2 dimensions, c'est généralement suffisant. On avait dit qu'on ne trollait pas. Hein. Ah non, on n'a rien dit. On n'a rien dit en fait, on n'a absolument rien dit. Donc, la requête MDX de base, c'est select, mesure, depuis un cube. Et si je fais ça, waouh, 80 millions de dollars. Alors, vous remarquez que j'ai un dollar. Alors, j'ai un dollar parce qu'en fait, c'est la devise par défaut du cube, mais je me rappelle, mon client il m'a dit qu'il les voulait en euros. Et puis, j'ai ma mesure qui s'affiche avec son libellé, là pour le coup en français, que j'aurais pu changer si j'étais arrivé avec une culture anglaise. Ça se change dans les connection strings pour ceux que ça intéresse. Bon, mon client m'a quand même demandé un autre truc, je vais retourner à ma spec quand même au lieu de parler. Il veut la catégorie de produits. Alors, on va pas afficher tout sur un même axe, ça va être plus drôle, on va afficher les catégories de produits ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je définis un deuxième axe, qui est l'axe 1, c'est normal, c'est celui qui va s'afficher ici. Hop. Alors, je vais afficher en plein écran parce qu'en fait je me dis que hors 1024 par 768, voilà. Je vais afficher les catégories de produits qu'en fait je suis allé chercher sur ma gauche ici, produit, point catégorie de produits, catégorie, que j'ai glissé simplement ici, depuis le cube. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est intelligent, MDX. Il m'a affiché le montant des ventes par catégorie produit. Vous remarquerez que je n'ai pas spécifié ni la clé de jointure entre par quelle table ça passe, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans le modèle sous-jacent, j'ai une fact reseller sales qui jointe une dim product, mais en fait, ça, j'en ai rien à faire. Moi, je glisse. Et je n'ai pas spécifié non plus l'agrégation de la mesure qui, elle, s'agrège en somme parce qu'elle a été définie comme étant une somme. Si je veux rajouter autre chose, je vais utiliser un opérateur qu'en SQL, vous n'utilisez jamais. L'étoile, aussi appelée cross-join. Vous faites rarement des cross-join en SQL. Enfin, peut-être pas tant que ça, mais en fait, c'est pas non plus le truc tous les matins, je me lève, tiens, un petit cross-join en SQL. Ou alors, souvent, vous le faites pas exprès. Vous faites une clause pourrie ou un inner join ou un égal 1, enfin un truc de... Bref. Donc un cross-join en MDX, pourquoi un cross-join? Parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'on peut dire puisque la résolution des jointures se fait par le modèle. Donc je vais simplement dire, écoute, j'y connais rien, les produits de catégorie, tu me les jointes avec le temps, et puis après tu me gardes que ce qui existe vraiment, vu qu'en face je vais afficher la mesure. Donc en gros, je vais me retrouver avec les seuls croisements de produits, catégories et années pour lesquels il existe un chiffre d'affaires.
Donc, au final, ça revient à faire une inner join, puisqu'il ne m'affichera pas les cellules vides, vu que j'ai demandé, il ne m'affiche pas les cellules vides. Donc il va prendre de toutes les catégories, un gros cross-join, et derrière, il va résoudre ça tout seul. En SQL, ce serait ignoble. Je veux dire, l'idée du type qui va d'abord faire des cross-joins, et puis bon, après, si on a un bon optimiseur, il comprend que si je fais un cross-join et puis un where dans une englobante où je filtre, c'est moche, mais l'optimiseur, il est censé se débrouiller, pas forcément. Mais hop, qu'est-ce que j'ai mis Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais. J'avais sélectionné. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que j'ai tous les croisements de catégories années pour lesquels il existe des données. En fait, il existe des données pour 2005, 2006, 2007, 2008, pour toutes les catégories de produits. La dernière clause, parce que ça peut quand même servir, c'est au final ce qu'on appelle souvent le troisième axe. C'est l'axe de filtre. Vous imaginez très bien, en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait dans un Excel, c'est que j'ai glissé ça à droite, glissé ça en haut, puis au-dessus, j'aurai une petite coche dans laquelle je sélectionne, qui serait ma devise. Et en fait, je vais juste rajouter un truc qui, lui, ne se voit pas, puisque c'est un filtre par définition, qui dit where destination currency.destination_currency.euro. Vous pourriez vous demander depuis le début pourquoi est-ce que tout est défini sur des indicateurs en 3 parties. En fait, il y en a 4, mais souvent on n'en écrit que 3. Le MDX, c'est relativement simple. On définit qu'on va attaquer une dimension. Une dimension, c'est une table. C'est à peu près ça. Ensuite, on va attaquer une hiérarchie. Et une hiérarchie, ça peut être une ou plusieurs colonnes. Puisqu'en vrai, dans une hiérarchie, on va pouvoir dire j'ai plusieurs niveaux dans une même hiérarchie. Donc, une hiérarchie, là j'ai un calendrier. Et dans mon calendrier, comme tout calendrier qui se respecte, j'ai des années, des mois, des jours. Et donc, je vais récupérer date.calendrier, les années, les mois, les jours. Ici, pourquoi je pourrais en avoir 4? Parce que je vais sur la dimension currency. J'ai qu'une seule hiérarchie qui s'appelle aussi currency. Et en fait, petit e qui veut dire que c'est une seule et unique valeur et que je l'attaque par son identifiant, que c'est l'euro. Donc, je lui demande de me convertir tout en euros. Et là, vous allez regarder les chiffres qui changent. Et c'est extraordinaire. Et vous avez remarqué que ça n'a pas des masses changé. Ça a changé de pas grand-chose à l'époque. AdventureWorks, ils ont fait des taux à 1 pour 1, à peu près 1,05 pour 1,05. C'est les mêmes qu'Apple. C'est les mêmes taux qu'Apple? Ouais. Donc, voilà ma requête de base. Hop, je vais sortir du full screen de mon Sublime VirtualBox. Hop, donc ça c'est ma requête de base. Et qu'est-ce que tu retiens de ça, toi? Moi, ce que je retiens, c'est que tu m'as évité pas mal de jointures. Si j'avais voulu le faire en SQL, j'aurais, avant de commencer à récupérer mes données, j'aurais dû faire d'abord mes jointures. Donc là, on a vu qu'on a commencé à récupérer notre donnée, le chiffre d'affaires. Et en SQL, j'aurais fait d'abord mon from, pardon. Donc j'aurais fait mes jointures sur l'année, sur les catégories. Après, j'aurais mélangé tout ça avec mes ventes. Et une fois que j'aurais terminé tout ça, je pourrais commencer à attaquer et faire ma somme sur mon chiffre d'affaires. Et la requête aurait été déjà pas mal complexe et rien ne me garantit que je ne me suis pas mélangé les pinceaux et que finalement la somme que j'aurai, c'est bien la somme que mon client m'a demandé. Parce que en fait, la requête que je vais faire, elle va être très loin de sa demande client. Là, on a vu avec le MDX, rien que sur ce premier niveau-là, on est très proche des besoins du client. Quasiment le client là, il aurait pu le faire dans Excel, de ce point de vue-là. Oui, là, il aurait pu clairement le faire dans Excel. Et surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous voulez écrire, il y a un ancien chef de produit SQL, ancien mon patron, qui disait un truc très bien, qui disait que le MDX, c'est le vrai langage qu'on écrit depuis la première cellule, et on l'écrit petit à petit en itératif. Vous commencez par poser, vous faites exactement comme si vous utilisiez une pivot table dans Excel, vous posez la mesure, allez hop, j'ai regardé, je ventile par ça, je ventile par ça, je ventile par ça, je rajoute cela. Ça s'écrit vraiment de manière itérative, à la limite beaucoup plus facilement que du SQL, parce qu'il n'y a pas de passe de refacto derrière. Si vous écrivez du SQL comme pense votre client, vous allez faire 1 milliard de subqueries, et derrière, il faut refactorer le code, parce que c'est incompréhensible, et vous n'êtes pas certain. En MDX, il y a rarement besoin de refactorer. Alors on continue sur le niveau plutôt facile. Le truc qui me ulcère, c'est quand je donne des formations MDX et que je suis pas très sympa, c'est les gens qui font des where en MDX supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Alors c'est difficile à comprendre, mais ça n'a aucun sens. Comme je vous l'ai dit, le where c'est un axe. C'est-à-dire que le where, c'est vous positionner dessus. Vous allez dire, je vais utiliser mon cube et puis je vais me positionner à un moment donné. Vous imaginez que votre cube c'est comme une espèce de grand espace géométrique, ce que je mets à la fin, dans lequel vous allez vous déplacer. Et donc si vous voulez faire, je sais pas, les années 2006, 2007, 2008, en fait vous allez simplement dire, je vais prendre mon gros cube là, puis
je vais le descendre à un petit cube, ce qui fait 2006, 2007, 2008. Je vais spécifier mes membres comme étant 2006, 2007, 2008. Et ce sera très bien. En fait, on définit le filtrage, en gros, c'est prendre votre grand cube qui définit un sous-espace à n dimensions et filtrer certains axes sur ce qui vous intéresse. Genre, je prends le temps que sur ça. Les mesures, c'est différent et c'est un autre cas. Mais essentiellement, on ne va pas filtrer l'année en faisant where année inférieure à 2006, n mois supérieur à ceci. Ça n'a aucun sens. On définit des coordonnées et on filtre dessus. Vous allez voir, ce n'est pas très très compliqué. Ce que faisait à l'origine le MDX, c'est qu'il utilisait la clause where que je vous ai montré, qui avait quand même à la base un vague problème, c'est qu'elle permettait de faire un where que d'une seule coordonnée par axe. En gros, vous ne pouviez pas faire un where avec plusieurs éléments dedans. Plus exactement, on pouvait le faire, mais c'était vraiment moche et c'était très compliqué pour le faire. Donc Excel et Analysis Services 2005 ont introduit un truc qui est assez sympa, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites votre requête, en fait, plutôt que de la faire from votre cube, vous le faites from une subquery qui définit le sous-cube sur lequel vous voulez travailler. L'avantage, c'est quand vous voulez faire un fil, vous définissez le sous-cube sur lequel vous travaillez, genre le sous-cube qui me parle que de la catégorie qui m'intéresse, de l'année qui m'intéresse, du chiffre d'affaires qui m'intéresse, et après je travaille dessus. Je peux même avoir déjà écrit une requête et je change le contexte du sous-cube. Donc il faut juste arrêter de penser de manière totalement numérique en se disant je ramène tout à de la logique booléenne, supérieur machin, inférieur ceci, pour vous dire non en fait c'est pas algébrique, c'est géométrique. C'est je définis un sous-objet sur lequel je vais m'amuser. Alors le truc le plus simple pour voir ça, c'est si Michel m'embête avec... Alors, pour les stats, cette fois-ci, alors que cette année, pour les vélos ayant donc vente, hein, tout ce que tu as en stats, France, Royaume-Uni aussi, s'il te plaît. Et, j'ai faim et je vois le patron à midi, donc ça serait bien que j'ai un report pour tout à l'heure. Alors on va faire un report. Donc le filtrage. Je reprends ma requête qui est exactement la même que celle que j'avais juste avant. C'est la requête que je viens de terminer en fait. Simplement, vous voyez que je vais changer un truc. Là, ma requête, elle est from AdventureWorks en euros. Donc voilà, elle est super belle. Et en fait, je vais remplacer mon from AdventureWorks par une requête MDX qui définit un sous-cube. Ça paraît tout bête. Donc je vais le décommenter juste pour que vous le voyez. Donc qu'est-ce que c'est que mon sous-cube ici? C'est une vraie requête MDX qui peut s'utiliser. Qu'est-ce qu'elle comprend, ma requête? En fait, elle comprend, regardez pas la mesure parce que ça n'a pas d'importance, elle comprend les intersections de France et Royaume-Uni avec les vélos, et c'est tout. Ça ne veut pas dire que tous les autres axes n'existent pas, tous les autres axes sont là, et en fait ils sont là par défaut. Quand vous définissez un sous-cube, tout est là par défaut, c'est juste quand vous spécifiez quelque chose que l'axe va se retrouver filtré. Donc je fais un sous-cube qui en fait ne filtre que les pays, et qui les filtre sur France et United Kingdom, et qui ne filtre que les produits de catégorie, et qui les filtre que sur vélo. Alors si on voulait aller plus loin, vous fracasser le crâne, on parlerait d'un truc génial du MDX qui s'appelle l'auto-existence des hiérarchies, qui en fait que, comme c'est génial, et que j'ai filtré France et Royaume-Uni, genre comme continent, j'ai que Europe. Parce qu'il a vu que pour France et Royaume-Uni, du coup, j'ai que Europe comme continent. Donc si j'avais une autre hiérarchie continent dans cette dimension géographie, elle serait filtrée automatiquement sur Europe. Parce que l'analyse services, c'est génial. Jusque-là, on arrête là, parce qu'en fait, en général, c'est le stade où les gens ils ont envie d'aller prendre une pause quand on fait des formations MDX. Surtout pour expliquer quand ça déconne, enfin, ce genre de trucs. Mais retenez que c'est génial. Donc j'ai mon super sous-cube qui définit ça. Et ma requête de tout à l'heure, simplement, je la fais tourner sur un sous-cube. Hop. Et en faisant tourner ma requête de tout à l'heure sur un sous-cube, forcément, en catégorie de produits, je ne me retrouve plus que sur les vélos. Et puis par contre, mes chiffres agrégés, ils ont relativement baissé, parce que je me retrouve qu'avec les chiffres de la France et du United Kingdom. Si vous ne me croyez pas, je peux réafficher les countries au niveau supérieur. Donc je fais un cross-join comme d'habitude, juste pour que vous voyez que si je demande à afficher les countries, j'ai bien que France et Royaume-Uni en 2006, 2007, 2008 pour les vélos. Pourquoi le chiffre est aussi haut? Parce qu'en fait, ils vendent essentiellement des vélos. J'aurais pu mettre les catégories, ça l'aurait fait baisser. Donc la moralité de cette démo relativement rapide, hop, je mets mon petit CTRL F et je remets. Et je vais voir si j'ai bien formé Michel. Moi, ce que je retiens, c'est que déjà, j'ai pas eu besoin contrairement au SQL, de rajouter plein de données sur ma sortie pour être sûr que mes colonnes correspondent bien à la requête que je veux. Généralement, quand je fais des gros rapports, je rajoute des données supplémentaires et puis je commence à sommer à la main et dire est-ce que c'est bien ça que je veux? Parce que je suis pas sûr de moi. Là, en fait, comme on va que découper une partie de notre cube pour travailler, on est vachement plus rassuré parce que on sait sur lequel ensemble on travaille et on sait quelles données surtout on ne travaille pas. Et quand on fait des jointures ou des Word, des fois, on peut embarquer des données qu'on n'a pas forcément envie ou des données qui sont dupliquées dans les jointures. Là, c'est pas le cas.
Si vous est jamais arrivé de prendre un développeur par les yeux et que le mec il dise bah je comprends pas ce qui se passe quand je fais un left join et que je mets la clause dans le on et que je la mets dans le where, c'est pas pareil. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils font du SQL, ils ont toujours pas compris quand on fait un truc qui est pas un inner join et qu'on met dans le where, c'est non, c'est pas pareil. Bah dans la MDX, vous emmerdez pas parce qu'au final, vous en foutez de comment elle se fait la jointure et juste vous définissez le contexte dans lequel vous allez travailler. Ce que vous faites en dessous, ça va implicitement fixer tout ce qu'il y a au-dessus. Et je veux dire, là, j'avais des relations qui étaient relativement simples dans ce cube, mais on pourrait avoir filtré sur une dimension qui a des liens avec toutes celles du dessus. Et du coup, ça va entraîner un filtrage de toutes celles du dessus à travers les relations qui existent dans le modèle. Donc là-dessus, pas trop de risque de se planter si le modèle a été bien conçu. Sinon, vous insultez l'architecte. C'est toujours pratique, en fait. Le but, c'est de soit de pas se planter, soit de se planter, mais de rejeter la faute sur les autres. Je croyais que c'était comme ça qu'on m'a expliqué. Donc j'ai mis un petit bit.li qui est un lien vers un blog post sur toutes les techniques de filtrage en MDX que j'avais écrit à un moment donné. C'est juste pour rigoler. C'est comment se planter en filtrant en MDX. Parce que je viens de vous dire que c'est simple. C'est drôle d'aller voir comment on peut quand même se tromper. Donc, c'est pour les gens qui n'auront pas le son, c'est bien. Je vais le laisser là. Donc, je vais définir une mesure sublime qui est très compliquée, qui est égale au discount amount, donc montant du discount, sur le montant total de la vente. Pourquoi j'ai pas mis d'agrégation? J'en ai pas besoin, parce que ça c'est une somme et ça c'est une somme. Une somme divisée par une somme, ça reste globalement agrégeable. Parce que c'est assez facile pour une cellule. Donc j'ai défini cette super mesure. Et en plus, le MDX, c'est trop bien, on n'a pas la fonction format de SQL, mais on a format string et on met ce qu'on veut, des formats string VB ou même des trucs too much, genre %. Et donc, je demande d'afficher discount percentage pour la catégorie 1 qui est les vélos et pour l'année 2007. Parce que ça, le filtre, c'est bon, je commence à maîtriser les filtres. Et donc, j'ai bien qu'une seule cellule. En moyenne, en 2007, on a fait 1,08% de remise sur les vélos. D'accord. Alors, ce que m'a dit mon client Michel, c'est l'année dernière, ça avait pas mal déconné, il y en avait quelques-uns qui s'étaient fait plaisir sur les remises. Alors, comment je calcule les remises de l'année dernière? C'est pas très complexe. Je vais définir une nouvelle mesure qui s'appelle Reseller Discount Percentage 2006. En fait, c'est la même que celle du dessus. Et vous remarquerez le côté géométrique de la chose, parce que je définis une coordonnée. Et ma coordonnée, elle dit juste, en mesure, c'est discount percentage, donc celle que je viens de définir, par contre, pour l'année 2006. Et cette super mesure, je peux décider de l'afficher. Pour voir si, au niveau global, je constate des problèmes. Non, 2006, c'était même plutôt pas mal. En fait, on faisait globalement moins de remises l'année dernière que cette année. Je ne sais pas ce qu'il raconte, le client. Bon, on va continuer à regarder. Alors, il me dit que le problème, il ne se pose pas sur tout le monde, mon client. Il me dit que le problème, il se pose sur un ensemble de mecs qui se sont amusés à faire des remises pas mal. Alors, je vais définir un jeu. Alors, un jeu, c'est un ensemble de membres d'une dimension. En l'occurrence, ici, ce sera un ensemble de resellers. Donc, c'est les mecs qui ont fait les remises et qui se sont amusés. Et je demande le top 10, le top count, des resellers ordonnés par discount percentage de l'année 2006. L'avantage de ce jeu, c'est plutôt de la clarté. J'aurais pu directement noter plein de trucs ici, mais en fait, c'est pas mal à réutiliser. Et surtout, je vais en avoir besoin un peu après. Donc, je vais commenter quelques trucs, parce que... Hop. Hop, parce que j'avais pas pensé, quand j'ai rajouté ça pour la beauté du geste, que ce serait moche. Hop, j'ai mis un point virgule, il faudra que je pense à l'enlever. Alors, je vais afficher mon top 10 reseller 2006. Et effectivement... Si je regarde entre 2006 et 2007, eux, ils se sont carrément craqués l'année dernière. Lui, en moyenne, il fait 42% de remise sur ce qu'il vend. Alors, ils ont un peu envie de péter les chiffres, ces 10-là. Donc effectivement, je vois bien que mon top est bien défini. Et bien que ça a bien l'air d'être un top ordonné dans l'ordre et tout. Et que cette année, ils n'ont pas l'air d'avoir continué. Donc je suis plutôt content, j'ai à peu près la réponse pour mon client. Mon client, par contre, il m'avait demandé un truc un peu emmerdant, c'est qu'il voulait avoir... les autres, la moyenne des autres, affichée en plus en bas. J'ai un peu envie de l'insulter, en général c'est le niveau MDX où les gens ils font c'est pas possible, déjà ça suffisait pas. Alors les autres, c'est ce que je vous ai défini, c'est une agrégation de plusieurs resellers. Autant là je les affiche un par un, autant les autres je vais en agréger plusieurs dans un seul, pour que ça s'affiche dans une cellule. Alors qu'est-ce que c'est que les autres discounters? C'est tout simplement, je vais utiliser une fonction qui comme son nom l'indique s'appelle aggregate, qui est l'agrégation de tous les resellers, sauf le top 10, de tous les resellers qui ne sont pas dans le top 10. Vous pouvez hurler contre le MDX, mais quand même c'est super beau comme manière d'exprimer tous les resellers qui ne sont pas dans le top 10. Enfin, moi je trouve ça beau. Donc là, J'aurais fait un notin. je sais pas, il y a des DBA dans la salle, parle pas trop de notin. Donc là, j'ai la moyenne des autres qui va s'afficher. Other discounters, moyenne 0,64, moyenne 1,08. Donc en gros, je retourne sur à peu près la même moyenne que le total. Et je peux aussi réafficher un autre membre
ça c'est pour vous montrer le truc, qui s'appelle reseller.reseller.defaultMember. Ça vous le savez pas forcément, mais le default member, c'est le total de la hiérarchie, qu'on appelle aussi le all member, le membre tous. C'est le membre qui s'appelle tous les revendeurs. Donc c'est la valeur qui correspond au membre tous les revendeurs, donc à l'agrégation de tous. Donc je vais afficher le top 10, tout sauf le top 10 et la totalité des gens, pour regarder mes taux. Et donc, qu'est-ce que je constate? Un super beau truc, à savoir que l'année dernière, j'avais un top 10 qui s'était craqué total sur les remises. Eux, ils faisaient des taux à 42, 12, etc. Alors que la moyenne des autres, c'était 0,64. Eux, ils font grimper à tout seul la moyenne à 0,89 de remise. Et cette année, par contre, j'ai envoyé des instructions à mes commerciaux pour leur dire d'arrêter leur discount. Ce qui fait que c'est génial, ils font quasiment plus de remises. Et que leur taux influe pas sur le taux des autres, qui est le même que le taux global. Donc, je peux dire à mon client, c'est chouette. Globalement, tes discounters qui faisaient n'importe quoi l'année dernière, t'inquiète pas, ils se sont calmés, ta politique commerciale a marché. C'est le niveau où, en fait, au tout début, j'avais dit à Michel, attends, ce serait super drôle, je te file la requête SQL à faire en live. Et Mais en fait, non. En fait, il y a quelque chose qu'on a du mal après à concevoir en SQL. On va être obligé de faire on va faire plusieurs requêtes. En fait, c'est qu'ici, sur notre colonne, en fait, on a trois informations. On a notre top 10, les autres, et tout le monde va dire qu'on va être obligé de faire ça en minimum 3 requêtes. Si on veut pas faire ça en une seule. On va être obligé de construire notre jeu de colonne, en tout cas, en 3 éléments séparés. Donc ça, c'était pas question. Et puis après, il y a la gestion des nullités ici qui est pas forcément évidente tout le temps. On s'attend pas à ce qu'il y en ait. Ça peut rendre les choses un peu plus illisibles. Et finalement, on se rend compte que quand on lit le MDX ici, euh, on a exactement ce qu'on nous a demandé et on n'a pas des jointures. Dans un truc qui ressemble pas mal à ce qu'a dit mon client, il voulait un top 10 par rapport au pourcentage 2006, il veut tous les mecs qui sont pas dans le top 10. C'est exprimé relativement simplement. Moi je pense. Après j'ai toujours dit que le MDX était simple, mais j'ai trouvé peu d'apôtres dans cette religion. Mais vous voyez, en fait, ça peut l'être. Donc, on en retient que, Michel, c'est bien, tu vas utiliser ton vocabulaire, ça va faire du bien. Des mots qu'aiment bien nos clients qui utilisent des rapports, les indicateurs, ou Key Performance Indicator, ou KPI pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Key Performance Indicator. Demandez à vos managers, 1 sur 2 ne saura pas. Et surtout, ces indicateurs-là, on va pouvoir les réutiliser parce que là, on l'a utilisé dans notre écran, mais on peut très bien le sauvegarder dans le cube et le réutiliser dans tous les rapports que l'on veut. Et comme ça, on va être sûr que, quels que soient nos rapports, on va utiliser les mêmes métriques et on sera sûr de la façon dont elle est calculée. Il n'y aura pas 2 développeurs qui vont imaginer que la moyenne se calcule d'une façon différente d'une autre. Donc de ce point de vue-là, cette conception de notre modèle de données est assez pratique. Donc voilà, et puis pour le reste, pas grand-chose de plus, si ce n'est du vocabulaire. Un deuxième point sur lequel on voulait insister, c'est la notion de hiérarchie. J'en ai parlé rapidement au début en disant que les hiérarchies, oui, nativement dans un cube, la colonne du cube, c'est la hiérarchie. Donc, en gros, les colonnes ont plusieurs niveaux nativement dans un cube. Minimum 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y a le niveau tous et le niveau toutes les valeurs. J'ai tous les revendeurs et après j'ai les revendeurs en râteau en dessous. Ça, c'est les hiérarchies de base. Et je peux avoir des hiérarchies multiniveaux. Alors vous imaginez très bien continent, pays, la hiérarchie de mes RH, etc. Et ça, c'est natif dans un cube. Alors l'avantage du truc, c'est plusieurs choses. C'est que déjà, c'est joli. Alors ça, c'est l'avantage que voit votre client. Bon, l'avantage que nous, on y voit, c'est que c'est joli et en plus, on n'a pas besoin de faire de jointure. On navigue dedans, on a des arbres qui se construisent dessus relativement facilement. Mais aussi, une hiérarchie définit un truc important sur la donnée, c'est que le parent est l'agrégation de ses enfants. Donc l'agrégation, vous remplacez par le maximum, le minimum, la moyenne, etc. Donc si vous avez un indicateur moyenne et que vous mettez en face la géographie par pays, vous voyez la moyenne par pays. Vous descendez des pays au département, tac, la moyenne par département. Donc tout se calcule comme ça. Et l'avantage aussi, c'est que parfois, on aime bien naviguer dans les hiérarchies parce que c'est assez intuitif. Surtout pour les gens, genre les financiers qui font des comptes de résultats, ce genre de trucs, c'est nativement hiérarchique. Alors en SQL, vous pouvez faire des hiérarchies. Il y a des gens qui font du groupe by rollup ou de... Moi, à chaque fois, j'ai le groupe by with rollup, on me tape dessus en disant « Non, mais c'est les vieux trucs pourris, c'est groupe by rollup, c'est pareil. » Donc en SQL, vous avez du groupe by cube, groupe by rollup et groupe by grouping sets. Oui, alors si vous en voyez beaucoup dans votre carrière, il n'y en a pas des masses, hein, je sais pas. Qui connaît? Voilà. Donc ça existe. With rollup, je ne sais pas si c'est SQL 7 ou SQL 2000, mais with rollup, c'est... Rollup, c'est 7, ouais. Donc with rollup, c'est 7, donc ça va, ça fait pas longtemps. Ça fait...
Donc c'est pas des trucs que les développeurs utilisent beaucoup parce que la notion de hiérarchie, Et puis ça... le moteur relationnel, il adore faire des sommes. Ouais, en plus. Surtout les refaire. Et pourtant, un truc spécial de client, c'est ce qu'ils appellent des contributions. Alors, c'est bientôt midi, toujours. Mon patron, il est un peu exigeant. Je dois avoir la contribution au total du chiffre d'affaires et au chiffre d'affaires du parent de toutes les catégories et sous-catégories. Parce que nous, après, derrière, on va détruire des filières, on va virer des gens. Donc on a besoin de savoir ce qu'on garde. Hein. Donc la contribution aux parents, c'est un truc super analytique. On aime beaucoup, mais en SQL, on n'aime pas généralement, parce que ça veut dire, par essence, ça implique... alors on n'aime pas, on le fait avec du fenêtrage de requêtes, et ça se fait plutôt pas mal, mais le problème, c'est qu'on peut se planter, et en OLAF, c'est natif dedans. C'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est que la contribution? C'est simplement la somme de moi-même par rapport à mon parent ou par rapport au total, ce que je vaux moi par rapport au total. Quelle est votre contribution? Vous êtes commercial dans une boîte, vous faites tant de chiffres, quelle est votre contribution au total des commerciaux, à la branche de votre chef, le pourcentage de masse salariale ventilé par les gens, etc. Alors, en MDX, c'est trop marrant. Hop, je vais juste, parce que c'est vachement bien le 2024. Alors, donc je recommence, je me mets sur une année, et puis je vais regarder les ventes internet. Voilà. Je commence tranquillement ma requête, j'affiche un montant, c'est génial. Et je vais définir, je vais commencer par afficher ce que mon client veut. Il veut afficher les produits jusqu'aux sous-catégories. Donc, je demande de commencer par All Products, j'aurais pu dire Default Members, ce que j'ai utilisé tout à l'heure, et de descendre jusqu'à la sous-catégorie. Donc, en gros, oui, tu me fais l'arbre, tu descends jusqu'à ce niveau-là, et puis après, tu m'embêtes plus. Donc, il va me descendre ce niveau-là. Boum, tous les produits, les accessoires, et ensuite les accessoires, j'ai les porte-vélos, range-vélos, etc. Et les VTT, sous les VTT, j'ai les vélos de route, vélos de randonnée, et puis sous les vêtements, j'ai casquette, gants, maillot, cuissard, machin. Je ne le vois pas comme ça, mais il m'a descendu toutes les catégories. Et ensuite, ce qu'il me demande, c'est la contribution par rapport aux parents. C'est super compliqué. La contribution par rapport aux parents, c'est simplement de dire, quand je suis sur un niveau, sur un membre, ce que j'ai en ce moment, c'est Internet Sales Amount. C'est la valeur de la mesure là où je suis. Et qu'est-ce que c'est que la valeur de mon parent? C'est la même chose, sauf que c'est sur moi point par an. Donc tu fais la division de moi sur la valeur de la même chose sur moi point par an, puis ça devrait donner à peu près, affiché en pourcentage, ce que je contribue par rapport à mon parent. Ce qu'on appelle un RTP ou ratio tout parent, un truc de financier qu'ils adorent. Mais ça ne marche pas que là-dedans. Donc, comme je n'ai pas géré les zéros, parce que moi je ne suis pas développeur, je fais n'importe quoi, je m'en fous. Du coup, j'ai un 1 sur inf parce que forcément, le parent de tous, c'est personne. Parce qu'il n'y a pas à part, ce serait Dieu le Père, mais Dieu le Père doit avoir fait 0 en chiffre d'affaires. Accessoires, donc voilà, accessoires contribuent pour 4,17% au total des produits. Michel disait, ils vendent que des vélos. Bah ouais. 93,77% du chiffre d'affaires est fait sur les vélos. Et puis dans les catégories, j'avais encore les vêtements qui doivent valoir royalement 2%. Un truc pourri. On va pas garder. Donc, c'est un ratio tout par an. Ça veut dire que quand je descends à la sous-catégorie, donc par exemple les vélos de route, ils représentent 31,87% du total des vélos. Les VTT, 41%. Les vélos de randonnée, 26%. Et puis ça se décompose jusqu'au... voilà. Donc j'ai ces trois-là. Et ça, normalement, si je somme, ça doit faire un truc qui doit être proche de 100. Faut espérer. Donc ça, c'est le ratio tout par an. Et puis, je peux très facilement faire un ratio sur le total, histoire de vouloir tout exploser, de voir en ratio sur, par contre, à chaque fois, le total du chiffre d'affaires, qui n'est pas très compliqué non plus, puisque ça obéit exactement à la même règle que précédemment, à savoir, je le définis comme étant la division de moi-même sur le default member, c'est-à-dire le tous. Donc ce coup-ci, j'appelle pas current member point par an, mais default member qui est tous les produits. Hop. Donc le ratio du total de membre total, d'un point de vue rassurant, ça veut dire que c'est tout. Et puis le ratio tout total ici, on voit la ventilation et qu'en gros le VTT lui-même, rien que la sous-catégorie VTT, c'est 39% de mes ventes. Donc je vends quasiment que des VTT. C'est pas avec les vestes que je vais faire du chiffre à 0,23%. L'avantage de ça, c'est super chouette, c'est que je peux monter, descendre dans les hiérarchies et faire des divisions sur tous les niveaux qui sont relativement faciles. Mais en fait, je peux parcourir les hiérarchies dans tous les niveaux. En fait, en MDX, vous avez des fonctions cousins, quoi. Vous pouvez chercher le cousin germain par la tante au niveau de... Mais c'est vraiment ça. Vous définissez quel est votre oncle et vous demandez le cousin. Donc si vous êtes là, votre cousin, c'est le fils d'un membre à côté de votre papa. Donc le MDX gère tout ça et la navigation dans une hiérarchie, c'est relativement facile. Vous voulez comparer un service à un autre, vous voulez comparer un pays à un autre, facile.
Il y a la clause over en SQL, oui. Mais le truc, c'est que là, la notion même de parenté, elle est définie dans le modèle. C'est encore une fois la différence. Donc, Michel. Alors moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que cette notion de hiérarchie, elle est pas forcément facilement exploitable en SQL. On va galérer à descendre dans la hiérarchie et ensuite pouvoir ensuite requêter le cube avec cette hiérarchie-là. On n'a pas forcément les mêmes clés à chaque niveau. Et donc quand on va récupérer des données, ça ne va pas forcément être évident. Les agrégations ne vont pas être forcément les mêmes à chaque fois. Donc ça va rendre les requêtes un peu complexes. Tandis que là, on n'a pas besoin, on navigue dans la hiérarchie. Les mesures, elles sont là. On n'a plus qu'à les piocher. La dernière. Donc là, on n'a pas parlé de trop de notions de temps. Donc là, ça devient, ça devient touchy là. Ça devient un peu tricky parce que ça devient truc de financier. En fait, le MDX à la base, c'est souvent on le branche pour faire des rapports financiers. Alors j'ai fait un truc super simple. Les gens font de la BI dans la salle. Salut Tariq. Ils vont rigoler parce que c'est vraiment un truc super simple. Mais pour les gens qui sont pas habitués, ça peut paraître compliqué. C'est genre le truc numéro 2 du cours de BI, mais quand vous avez jamais fait, en général, quand on arrive sur ses premiers clients, ça choque un peu, quoi. On a ah ouais, d'accord, ok. Alors, Donc moi, mon repas s'est bien passé. Maintenant, j'arrive même pas à le lire en fait. allez, on va dire. Donc, mon client a une présentation avec son Chief Financial Officer, et puis j'ai fait exprès de mettre les abréviations. Donc, il a besoin de l'évolution du gross et du gross year to date, le tout avec des comparaisons en year on year et month over month pour l'année fiscale en cours. En général, on fait d'accord. Ok. Salut, ça va? Bon, bah, d'accord. Bon, on va regarder. Alors. Là, généralement, j'ai sur Wikipédia. Et sachez que c'est peu pervers par rapport à ce qu'ils sont capables. Donc, alors celle-là, on s'était dit aussi, on peut essayer de faire pleurer quelqu'un en Moi, j'ai MDX. encore les yeux qui saignent. Alors, donc déjà, on va utiliser les mesures financières qu'il y a dans le Cube AdventureWorks de démo, qui est téléchargeable sur Codeplex. En fait, il y a tout un périmètre du cube qui est filtré sur la partie financière, et en fait qui n'a qu'une seule mesure qui est montant, et par lequel on va choisir quel compte financier on va descendre. Si vous faites de la compta, on va analyser un ou plusieurs comptes en compta. Donc on va demander la mesure amount qui par défaut se positionne sur je ne sais plus quel compte par défaut, qu'on va immédiatement filtrer sur la mesure que l'on veut, l'indicateur que l'on veut. On veut le gross margin, parce que c'est ce qui nous est demandé. Donc on va afficher le gross margin. Donc là par défaut ça va se faire sur toutes les années, etc. Alors, ce que m'a demandé mon client, parce que moi à chaque fois je suis un peu comme Michel, j'oublie la spec, il m'a demandé pour l'année fiscale, hop, et de descendre par mois. Alors pour rigoler, je vous ai mis des petits rappels, l'année fiscale, j'aurais pu la mettre là, je l'ai mise dans un sous-cube, parce que comme ça on se rappelle qu'on a fait un sous-cube juste avant. L'année fiscale qui est rarement l'année... Alors là, ils ont des années fiscales L'année qui commencent au 1er juillet. Donc du coup, la comparaison, les cumuls se font sur une base fiscale, non sur une base calendaire. En OLAP, facile. En SQL, forcément, vous devez coder la logique dans votre requête. Je ne dis pas que c'est compliqué, je dis juste que ça prend du temps. Et puis, je vais afficher les mois fiscaux de mon année fiscale. Pour ça, sur deux, quand on est en développeur, année fiscale, il se rappelle que année. Et pas fiscale. Donc là, ma fiscale 2007, elle commence en juillet 2006, elle se termine en juin 2007. Donc j'ai mon gross pour ça. Alors par contre, il m'a demandé des months over months growth, des year over year growth 100%. Et puis il m'a demandé aussi la différence avec le year to date. Bon, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs financiers géniaux? En fait, je vais être super aidé pour le faire avec toutes les fonctions d'hierarchie et de temps du MDX. Il faut savoir qu'en OLAP, le temps c'est très spécial. Quand vous concevez un cube, vous dites ça c'est du temps, parce que c'est super important. Vous avez besoin d'une dimension de temps pour un tas de choses. Mais en particulier pour utiliser toutes ces fonctions de temps qui vous permettent d'aller récupérer des périodes à droite à gauche. Donc je commence, allez hop. Si je veux faire une month over month growth, c'est-à-dire une croissance de mois sur le mois, je vais d'abord avoir besoin de la valeur du mois précédent. Ça, on l'avait vu précédemment. On fait la mesure, virgule, quel membre on veut. Le membre qu'on veut, c'est current member, moi, moins prev member, mon frère aîné. J'aurais pu l'appeler mon frère aîné. Bon. Donc je demande la valeur de mon frère aîné. Ça va juste me servir pour clarifier la requête. Et donc la growth en pourcentage, c'est simplement moi moins la valeur de mon frère aîné divisé par la valeur de mon frère aîné, c'est juste un fucking ratio avec une format string en percent avec des plus et des moins parce que c'est quand même vachement plus joli. Hop, j'affiche ce truc. Et là, j'aurais pu ne pas l'afficher parce qu'on est le premier de l'année, mais il se compare quand même au mois précédent. Et après, je vois bien qu'ici, j'ai 59%, ça me paraît juste de là à là, plus, moins 15%, oui, je baisse un petit peu. Donc j'ai bien la croissance au mois sur le mois de mon gross margin. Ok, chouette. Je fais exactement pareil pour l'année.
Donc je vais définir la valeur de ce que c'est que l'année précédente. L'année précédente, je vais utiliser là encore une fonction de temps qui est super pratique, qui ressemble un peu à un date-add en SQL, où je vais lui dire, bon, écoute, tu vas me chercher la mesure qui correspond à un an en arrière. C'est comme faire un date-add year -1 en SQL. Vous remarquerez un truc très drôle pour le MDX qui montre que c'est plus analytique que le SQL, c'est qu'en MDX, en général, on analyse le passé. Donc le date-add, c'est positif quand on va vers l'arrière. Parce qu'en MDX, on va quasiment tout le temps en arrière. Bah oui, parce qu'on regarde toujours le passé, c'est un truc de reporting. En SQL, on fait des moins, parce qu'on est logique, on est décodeur. Le lab, le MDX, c'est un langage d'analyste. Donc, la croissance de l'année sur l'année, c'est simplement cette année moins l'année précédente sur l'année précédente. Et hop, là j'ai le mois en cours par rapport au mois précédent. Donc, le mois précédent de l'année dernière, donc en août 2005, on faisait 1 million. Donc c'est à peu près cohérent qu'on fasse plus 97% vu qu'on fait un peu moins du double. Donc là, mon client, il est content. Il lui manque encore un petit truc. Il avait demandé un year to date, aussi appelé la date en québécois. Et le year to date, en fait, on va faire un truc rigolo. On va utiliser une fonction de temps. Je vais lui dire, écoute, tu vas me ramener période to date, toutes les périodes jusqu'à la date actuelle. Il va me dire, ah oui, et où? En fait, qui sont en dessous de fiscal year. Donc ramène-moi en fait tous les mois, puisque les mois sont en dessous de fiscal year, qui vont du début de mon parent fiscal year, de mon année en cours. Donc en gros là je suis en 2006. Ramène-moi tous les mois qui commencent du début de l'année jusqu'à moi-même. Donc si je suis par exemple octobre, cette fonction-là, elle va me ramener juillet, août, septembre, octobre. Si je suis en mars, elle va me ramener tout ça. Et sur cet ensemble de mois, je vais agréger amount. Donc en gros, je vais faire la somme d'amount sur l'ensemble de ces mois. Et ça me fera un cumuladate. Donc c'est un aggregate de periods to date. Si je veux le faire pour l'année précédente, c'est exactement la même combine. J'utilise la mesure year to date amount, sauf que je lui dis, on le fait pas cette année, on le fait l'année précédente. Et il me recalcule la même méthode. Donc la mesure que je viens de définir, je la filtre sur une année en arrière. Et du coup, je me retrouve avec le cumul ici. Le premier mois, c'est pareil que la première valeur. Le deuxième mois, c'est la somme des deux premières. Le troisième mois, c'est la somme des trois premières. Et l'année précédente, j'ai là exactement la même chose et où je vois que je fais une différence. J'aurais pu mettre la growth de tout ceci. Ce qu'on retient, c'est que se balader dans le temps, faire des cumuladates, retourner en arrière, prendre le mois précédent, prendre le mois suivant, prendre 3 mois en arrière, faire un truc glissant, c'est super simple. En SQL, vous avez des tas de fonctions pour le faire, mais je mets au défi les gens qui comprennent les rows between 3 months preceding and current row. Moi perso, je les connais pas. Et j'ai pas envie de les connaître. Voilà, ça c'est un typique développeur, il fait du SQL, mais en fait il sait faire des select, des from et des where. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est... Je m'en fous, j'ai Entity Framework. On doit vraiment répondre. Non, il faut pas que tu répondes. Moi, ce qui m'intéresse dans ces requêtes-là, c'est la possibilité de naviguer dans le temps. On navigue dans des concepts, on navigue pas dans des données. Le concept de mois, le concept d'année, ça a vraiment quelque chose d'important, la notion de période. Et je reviens un peu sur ce qu'avait dit François au début. On construit notre requête petit à petit et on rajoute colonne par colonne, ce qui n'est pas forcément le cas si on avait dû le faire en SQL ici, parce qu'on va rajouter des concepts qui vont être de plus en plus complexes à ajouter et on va pas forcément pouvoir les ajouter à chaque fois sans rajouter des jointures, des where et peut-être avoir des effets de bord sur ce qu'on avait calculé avant. Donc là, pour ajouter des colonnes, on le fait en rajoutant des mesures et ça ne perturbe pas le reste. Donc ça rend vraiment la chose beaucoup plus facile. Donc voilà, on a voulu faire une conclusion, puis en fait on s'est dit que c'était plus drôle comme ça. Voilà, ça résume à peu près la situation, c'est que quand il s'agit de faire strictement de l'appli analytique et du reporting sur de la donnée, en fait le MDX, et en plus on ne vous a pas parlé des perfs, c'est bien plus rapide de faire des rapports qu'en SQL dans la plupart des cas. Si le modèle a été bien conçu, il y a beaucoup de si, mais généralement on s'est retrouvé souvent à conseiller ça pour des applications qui font de la restite de données. Et quand on dit applications qui font de la restite de données, et combien de temps ça prend, Michel Perfetti, de mettre du MDX dans ton appli? Alors, moi généralement, quand je parle de data, les gens croient que le MDX c'est réservé soit à Excel, soit à Reporting Services. Et après, non, on ne peut pas s'en servir. Et en fait,
Quand on regarde un petit peu, quand on gratte et qu'on réfléchit un peu en regardant le MSDN, on se rend compte que on peut attaquer des bases de données multidimensionnelles depuis très longtemps. Donc là, par exemple, juste pour la partie .NET, sur cette classe-là, ADOMD Connexion, qui va permettre de se connecter en fait à notre cube, eh ben, elle existe depuis SQL Server 2005. Donc ça fait pas mal de temps. Donc là, c'est juste le MSDN. Donc c'est pour ça que j'ai mis au moins. Mais on a toujours su le faire parce que finalement, on a des outils qui arrivent à se connecter qui sont ni Excel ni Reporting Services. Donc ça veut dire que c'est bien possible. Donc je vais vous montrer comment on se connecte à un cube en .NET et en fait que c'est pas si compliqué que ça et que finalement si on sait faire des requêtes en SQL et qu'on aime bien lire les datasets, les data sets, c'est aussi compliqué, voire aussi simple. Si vous trouvez que Tableau serveur, Tableau software c'est cher, en fait Michel il va vous montrer que ça se code en une demi-heure. En fait. Ouais. Allez, même pas en 5 minutes, allez, en 5 minutes tu recodes tout là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je switch. Allez, vas-y. Je switch à l'ancienne. Hop. Allez, switch à l'ancienne. Ah, c'est efficace Windows 8. Ah, j'ai cassé l'écran. Ce qui est bien, c'est que tu l'as fait avec beaucoup de dextérité Ouais. en fait, dans la manière de le casser. Ouais. Ah, il y a une lampe verte. Ouais. En général, quand c'est vert, Ouais. c'est bon signe. Ils sont contents quand ils s'allument en vert. Ah, il chauffe. Ah. Voilà. On démo sur un Minitel. Donc, une application très simple. Je vais recuter mon cube et passer sur mute. Non, c'est que j'ai plus la source derrière. Allez-y, continuez. Donc, l'objectif c'est j'ai un cube, donc toujours le même, AdventureWorks. D'ailleurs, il est disponible sur Codeplex pour ceux qui ne le savaient pas. Je vais faire un truc très simple. Je veux avoir les ventes de vélos sur l'année 2007. Et je vais afficher ça dans un graphe comme je l'aurais eu dans Excel. Sauf que là, moi, je vais faire une petite application. Donc, pour se connecter en MDX, pour faire une requête à MDX, déjà, il faut une chaîne de connexion qui est finalement assez semblable à une requête relationnelle. Et pour se connecter, comme je disais, on a la classe ADOMD Connexion. Elle n'est pas inclue dans le framework, il faut la télécharger, c'est une DLL en plus. Sinon, vous avez des petites surprises, vous risquez de pas pouvoir écrire votre code. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Je crée une connexion, je l'ouvre, et après je la renvoie et je fais market. Donc market, j'ai mis ici dans le code. Donc je veux les ventes sur Internet par catégorie de vélos sur l'année 2007. On retrouve un peu les requêtes basiques qu'avait fait François. Donc je les mets dans une liste de ventes. Je vais avoir un graphique avec un header et mon header, ça va être le nom de ici le total des ventes sur Internet. Donc je passe, ça c'est pour brancher ça sur l'écran. Donc en gros, je me connecte sur le serveur. C'est bon l'écran? Non, pour moi, je sais pas ce qui se passe. Ah. Je reviens. Vous êtes toujours en 1024 ici. Oui, je suis toujours en 1024. Petit problème technique. À vous connecter. On a perdu le faisceau satellite. Pour moi, ça va? Visuel? Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Tant pis. Ouais, j'avais qu'à venir. Prochaine fois, on aura l'amphi, on aura moins de problèmes. Pardon. Donc, on va voir un parallèle assez proche avec des requêtes relationnelles classiques. Je vais me connecter, je vais créer une commande, sauf qu'au lieu d'avoir un execute data reader comme on va avoir en relationnel, on va avoir, comme on ne va pas récupérer un dataset, on va récupérer des cellules. Puisque finalement, qu'est-ce que c'est que notre requête? C'est une sous-partie agrégée. En gros, c'est un dataset multiligne. Exactement. Donc, comme on disait, on a des axes. On va pouvoir les récupérer. Donc, j'ai mis un axe pour pouvoir les compter. Et surtout, je vais pouvoir récupérer pour chaque axe les tubes, c'est-à-dire les éléments que je vais avoir pour pouvoir avoir mes requêtes. Je vais exécuter market. Si j'exécute market, qu'est-ce que je vois? C'est que sur mon premier axe, j'ai le montant des ventes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le titre, parce que c'est ça que je vais afficher dans mon graphique. Comme je n'ai pas envie de taper à la main vente sur Internet, je vais directement récupérer
sur ma première ligne, le premier membre, vu que je sais qu'on n'est qu'un, son titre. C'est exactement ce que j'aurais eu dans ma colonne si j'avais fait ma requête dans SSMS. Ensuite, je vais parcourir mes colonnes. Donc pour chaque colonne, je vais avoir mes vélos. Je vais récupérer le premier membre, puisque finalement, si on regarde bien, j'ai qu'un seul élément par colonne, par ligne. Je vais récupérer le titre, donc je vais avoir ici mon vélo. Et ensuite, donc là, j'ai récupéré à la fois mon titre, le nom de mes vélos. Maintenant, je vais récupérer ma donnée, puisque c'est ça que je vais afficher dans mon graphique. Donc, mon cell set, qui est en fait exactement ce que j'ai récupéré ici. Je vais chercher la donnée via ses coordonnées. Donc, ici, première dimension, premier axe 0, puisque première colonne. Et ensuite, la position de mon tuple, c'est-à-dire mon numéro dans ma ligne. Et je vais pouvoir ainsi récupérer la cellule qui correspond à mon vélo pour les vendre sur Internet. J'ajoute ça dans ma ligne. Et j'ai bien mis ici le titre de ma catégorie de vélo dans ma donnée. Et je vais afficher à l'écran. Je vais le charger. On va voir ce que ça donne. Ça rame un petit peu. Noter au passage que ce que tu affiches là, va s'afficher dans la culture de ton poste. Exactement. Donc il s'affiche en français. Donc je récupère bien les noms de mes vélos en français. Le montant des ventes internet, ça c'est le label qu'il y a eu dans mon cube. J'ai pas eu à le retaper manuellement. Ça c'est le problème des fois quand on fait des écrans, on va taper à la main des choses qu'on va pouvoir récupérer, qu'on aurait pu récupérer dans nos modèles de données. Ça c'est ce qu'on fait quand on fait du SQL, puisqu'on n'a pas ces titres-là. Là avec le cube, on peut directement récupérer les informations sans avoir à recréer des jeux de ressources. Et s'il change la connection string, en fait, il faudrait mettre un local identifiant à la connection string pour forcer la culture à être en anglais, en allemand, si on veut, mettre même une combo box de changement de culture et avoir un truc qui traduit. Donc là, on va me dire, ouais, c'est fastoche, t'as fait qu'une requête. Moi, quand je fais du RS, je peux choisir mon année. Et donc, en fait, comment on va faire comme les requêtes SQL classiques, on a la possibilité de mettre des paramètres dans notre requête. Donc, je vais fermer ça. Je vais passer au deuxième niveau. Donc, je vais prendre la même requête, mais au lieu de spécifier l'année, je vais lui passer un paramètre qui va être @hier que moi je vais spécifier. Et avec la méthode str2member, il va transformer la chaîne que je vais mettre là. Il va me renvoyer le membre et donc l'année que je vais utiliser. Et donc pareil, je fais un execute cell set. Je récupère mes lignes de mon tuple et après je construis ma liste des années avec dans le titre qui va s'afficher, qui s'affiche qui serait affiché si j'avais utilisé SMS. Et le nom derrière, c'est le vrai nom du membre, tel que je l'aurais écrit tout à l'heure si j'avais voulu le faire manuellement pour chaque année. J'ai pas eu besoin de construire ma ligne calendarière, point, crochet, string format avec mon champ à l'intérieur qui correspondait au numéro. Là, en fait, je vais tout récupérer en une seule fois, ça va me simplifier la vie. Et ensuite, dans ma commande, tout ce que je vais faire, donc je lui passe ma nouvelle requête ici, puisque c'est qu'il y a un paramètre, je vais lui rajouter le paramètre année, et je vais lui donner le nom de mon membre sur lequel je vais filtrer. Et avec le str2member, il va transformer ça en membre et faire mon filtre sur 2007. Donc, je vais juste changer un petit bout de code ici. Hop. Pour changer mon graphique. Donc là, maintenant, il change ma combo box. Et quand je change ma combo box, waouh. Donc ici, j'ai une requête MDX. Et quand je la change, il refait une nouvelle requête sur le cube en sélectionnant l'année qui correspond. Et comme à chaque fois, je n'ai pas toujours les mêmes éléments de vente dans chaque année, ben là, j'en ai aucun. Il va mettre les informations qui correspondent à l'année en cours. Donc, c'est assez fastoche. Le gros du boulot, il est où? Il est dans les requêtes MDX, puisque finalement, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai exécuté des requêtes. Et ensuite, c'est que de la composition. Faire ça, il faut faire ça un petit peu proprement, et on y arrive. Coder cet exemple-là, une demi-heure, une fois qu'on a les requêtes. Ouais, je pense que c'était ça. On a codé une demi-heure. C'est du propre, c'est du WPF, tout est en VVM. En fait, il n'y a pas de pourriture. On a fait ça assez facilement. Et
on arrive à faire des choses aussi simplement qu'en SQL finalement. Hop. Je passe branche sur le mien. Ouais. Ouais, je te le rends. Non, je te passe celui-là. Ah oui, c'est bon. Ça, on va perdre le. On va reperdre encore l'écran. Bon, moi, le mien, je sais pas, il a. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Contre. Là, j'ai. Ouais, suite à 5. Ok. Conclusion, moi je la resterai surtout sur le premier parce que c'est celui-là que je prêche depuis longtemps, c'est que un langage qui est adapté au spec qu'on vous fait, c'est en général plutôt pas trop mal et ça peut vous aider pour le design de vos requêtes. Et je vais mettre juste un point sur le dernier point, c'est aussi un cas qu'on a pas mal vu, c'est des gens qui font du tuning d'une base SQL pour encaisser 6 requêtes pour faire du reporting, alors qu'en fait, vous vous rendez compte que la base SQL, si on mettait un modèle lab dessus qui met pas longtemps, si la base change pas souvent de structure, en fait les perfs sont largement meilleurs sur des volumétries qui tournent autour de quelques dizaines, centaines de gigas que sur du SQL pour ce qui concerne l'agrégation et ce genre de requêtes, quoi. Après c'est une grande loi, mais on galère presque moins pour l'optimisation. Pour le reste, je te laisse l'avis développeur. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on n'a pas utilisé beaucoup de concepts différents en Circuit. On a créé des mesures, on a navigué dans les membres, quelques fonctions. Et finalement, à chaque fois, qu'est-ce qui a changé? C'était le besoin du client qui était complexe. Et donc, souvent, on attribue la complexité du langage à la complexité des besoins. Et là, en fait, c'est vraiment les modèles qu'on manipule qui sont complexes. Et d'où l'intérêt d'utiliser un langage qui est simple pour pouvoir les requêter. Parce que si le langage est complexe et pas adapté, on va arriver à des choses encore plus complexes. Et forcément, peut-être pas juste, parce que là, on manipule pas mal avec ces objets-là des données financières. Et si on se plante, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est là.